Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Hand Belongs to Oscar. Une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque ça ne vous aura pas échappé, nous sommes 3. Le nombre de musiciens idéal pour constituer un trio. Effectivement, d'habitude je ne suis qu'avec mon contrebassiste Olivier Michel. Aujourd'hui, on a l'honneur et l'immense privilège d'accueillir le batteur du trio. C'est le batteur avec lequel on fait le spectacle My Heart Belongs to Oscar, spectacle dont le texte a été publié. Il y a une prochaine représentation très bientôt, la semaine prochaine à Crépy-en-Valois. N'hésitez pas à venir, à commander ce spectacle, à demander à ce qu'ils viennent jouer dans vos conservatoires. Et on est à 3 parce que le trio a une importance colossale dans la vie de Peterson, dans la vie des musiciens de jazz. Moi, je me suis même toujours dit que si on avait 2 oreilles, c'était pour en donner une et qu'elle prête son attention à chacun des musiciens avec qui on joue. Bref, ça y est, je me mets à parler trop longtemps, ce qui se fait pas alors qu'on a un invité avec nous. Cet invité, c'est Antoine Couissinier, batteur. Salut Antoine. Bonjour à tous. Antoine, tu peux peut-être te présenter en un mot ou deux. Bonjour à tous. Donc, je suis batteur, je joue aussi du washboard, un instrument qui est utilisé à la Nouvelle-Orléans. En français, ça se dit la planche à laver. Et j'interviens donc dans le spectacle, comme le disait Romain, le spectacle sur Oscar Peterson, avec mes 2 acolytes ici présents. Et aujourd'hui, on a eu envie de convoquer un batteur, d'abord parce que ça nous fait plaisir d'avoir une guest star parmi nous, mais aussi parce que, pour ne rien vous cacher, j'ai un problème. Alors ce problème, on va commencer par vous le faire entendre. Est-ce que seulement vous avez vu où est le problème? Parce que c'est justement la question. Quand Peterson joue des choses compliquées, il les joue avec une telle aisance que généralement, on n'arrive même pas à voir le problème. Eh bien écoutez, pour d'abord vous montrer où est le problème, et puis ensuite le résoudre ensemble, ce pourquoi la présence d'Antoine nous sera extrêmement utile, maintenant vous commencez à connaître la chaîne MHBTO sur laquelle on applique la méthode MHBTO. Merci, merci. Alors, MHBTO, ça veut dire le M de mélodie. Ici, si on s'intéresse à la mélodie, je vous la fais sans respecter le tempo, mais on commence ici en montant un arpège de Do mineur. Ici, on a ensuite ces triolets qui se répètent. Jusque-là, rien de très compliqué. Avec, on est en si bémol, la bémol 3 ici, sur laquelle Peterson insiste beaucoup. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est la suite, en fait, où vous voyez que ici, la phrase continue. Je vous l'ai joué en entier. Cette phrase, elle est constituée de quoi? Elle est constituée d'une gamme pentatonique, et même le mi bécard ici en atteste, par rapport à cette gamme de si bémol mineur, pentatonique de si bémol mineur. Vous voyez qu'il y a un mi ici, c'est parce qu'en fait ce motif est construit autour de la gamme blues qui mérite une vidéo entière. C'est un sujet qui a l'air simple, qui ne l'est pas, auquel une vidéo complète sera consacrée d'ici aux vacances de Noël. On passe là-dessus parce que c'est pas là qu'est le problème. On passe au H d'harmonie. Là encore, on est en terrain très connu pour ceux d'entre vous qui ont regardé la vidéo réharmonisation des 4 premières mesures du blues où on parle de la forme traditionnelle du blues. On est dans un blues en si bémol et on est précisément sur le dernier cycle de ce blues en si bémol. Donc nous avons harmoniquement un accord 1, 2, 5, 1 en si bémol, donc accord de Do mineur 7 qui va sur un accord de Fa 7 qui se résout sur un accord de si bémol 7 et puis sur la dernière grille pour revenir en haut on remet un accord de dominante, un 5e degré, c'est-à-dire un Fa 7. Voilà, là-dessus rien que de très ordinaire. Pareil, on va aller très vite sur le B. Le B, il y a 2-3 petites choses à en dire. C'est un blues qui s'appelle Hogtown Blues. Les gars, est-ce que vous savez ce que veut dire Hogtown?
Pas du tout. Pas du tout. Ah bah c'est bien les gars, il y en a qui bossent. Moi je peux vous le dire. Hogtown, c'est le surnom argotique de la ville de Toronto. Et en fait ça s'explique parce que ce petit extrait qui nous pose problème, ce blues en si bémol, appartient à un disque qui s'appelle Canadian Suite. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, que Peterson n'est pas américain mais canadien. Et il rend hommage à son pays, le Canada, dans un album en 1965 dans lequel on trouve Place Saint-Henri, qui est le nom de la place à Montréal à côté de laquelle il est né. Il y a plein de références comme ça au Canada dans cet album, et notamment il y a cette Hogtown Blues qui est donc le blues de Toronto. On arrive maintenant au thé qui est le thé de Time, et c'est là que se pose véritablement le problème, et c'est là que vous allez voir qu'on a besoin d'un batteur parmi nous. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. La mesure 9, Do mineur, je vous l'ai dit, là c'est très simple, on monte en triolet, ici, 1, triolet, 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 pardon, c'est sur une mesure entière, triolet, 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 4, 1, alors, ce temps-là, on va le laisser de côté parce que c'est à partir du troisième temps de la mesure de Fa, donc de la mesure 10 de la grille de blues, que ça va nous intéresser, où on constate qu'on a ceci. Et puis, ça se reproduit une octave en dessous. Très important que ça se reproduise une octave au-dessous parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Il y a une chose à remarquer tout de suite, c'est qu'on voit que ici, on a affaire à des couples, à des chaînes et à du silence. Ah ouais, c'est une chaîne un peu olé-olé, j'ai l'impression, là, non? Non, il est parfois question de dominant, mais généralement, c'est plutôt à propos des accords, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. On y va, on continue. Vous voyez qu'ici, on a, sur la mesure 11, quelque chose qui se reproduit. Si on enlève, alors ce que j'appelle le couple ici, c'est qu'à chaque fois, vous avez les notes qui vont par deux, et puis, pour ça que je vous parle de chaîne, c'est que la dernière note du couple se reproduit et s'enchaîne avec la suivante. On a mi bémol, mi bécard, un silence, mi bécard, fa, un silence, fa, mi bémol, ré, silence, ré, si bémol, si, la, et puis ici, ça se reproduit sur la mesure. Et ça, c'est là qu'il y a un problème. Parce que là, quand on essaye de comprendre ça, c'est pas des triolets, c'est pas des doubles croches, c'est pas des croches. Bref, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Pour arriver à le comprendre, il y a une chose, c'est qu'on s'aperçoit, comme je vous l'ai dit, que cette mesure 11, elle se reproduit sur le premier temps. On a ça, une pentatonique complète, et puis on en a une deuxième à partir du troisième temps. Bon, et bien là, on a un petit bout de l'énigme, à savoir, Antoine, ce sont des quintolets. Des quintolets de croche, pour être exact. Ce sont des quintolets de croche, qui veut dire que la blanche, ici, alors pour le moment, on met l'histoire de couple de côté. On prend les notes comme si elles étaient seules à chaque fois. On prend chacun de ces couples comme une cellule. On va avoir effectivement deux quintolets qui vont se reproduire. Ça veut dire que ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 1. Alors, je vais même vous mettre un métronome, ça va être plus simple. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Voilà. On a, comme vous le voyez, nos quintolets qui se reproduisent. Déjà, c'est une formule qui est un petit peu originale et on le verra plus tard, mais cette formule, elle mérite d'être travaillée. Sauf que là, alors moi déjà j'ai un problème, c'est que j'écris pas la musique, donc je suis ravi qu'Antoine soit là pour pouvoir vous écrire ce quintolet de croche. Jusque là, c'est pas très compliqué, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit, jusqu'à présent, on a maintenu nos couples à l'écart. Avec le couple, Antoine, qu'est-ce qui va se passer? Alors, là, donc, je vous ai écrit ce que vient de dire Romain, c'est-à-dire les trois quintolets sur les deux mesures dont on est en train de parler. Et ensuite,
Sur chaque croche, comme là je viens d'entourer, celle-ci par exemple, la toute première, on va rediviser en 3, ce qui va donner des triolets de double. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre uniquement un quintolet et je vais le décomposer pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Alors attention, exactement. parce que les triolets de double dont tu parles, Antoine, que les choses soient bien claires pour tout le monde, les triolets de double dont tu parles, on n'est plus par rapport à ce que battait le métronome tout à l'heure. Hein. On n'est plus sur l'unité de référence du morceau lui-même. On est dans un premier découpage. On a divisé notre blanche en 5 et ensuite on a subdivisé ce quintolet à nouveau en 3. Ce qui veut dire que la blanche est divisée non plus en 5, mais en 5 fois 3, c'est-à-dire en 15. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait comment ça s'appelle quand on divise quelque chose en 15 ? Un quintolisme. Ah, c'est pas un quintatolisme, ça pourrait. Je suis pas sûr que le mot existe, mais il mériterait d'être inventé pour la circonstance. Quand on a un polygone à 15 côtés, ça s'appelle un pentadécagone. Donc, ça veut dire qu'en toute logique, là, on divise notre blanche en 15, on la divise. Je ne suis pas sûr que le mot soit dans le dictionnaire, mais militez pour son entrée imminente, parce que je ne saurais tolérer plus longtemps qu'il n'y soit pas. Nous sommes en train de vous parler aujourd'hui de pentadécalés. De pentadécalés. Pentadécalés qui ont l'effet tout à fait rigolo et étymologiquement satisfaisant de donner l'impression que la pentatonique se décale. Hein? Ça, pourquoi il y a des triolets? Parce qu'à chaque fois, vous vous souvenez, on a une note qui est en couple et qui est suivie par un silence. Donc à chaque fois, on ne va pas avoir... On va avoir... Voilà, là, on a nos 15 notes à l'intérieur de cet espace des blanches. Et ça se reproduit à partir du 3e temps de la mesure 10 jusqu'à la fin de la mesure 11 avec le schéma que vous a proposé Antoine. Voilà, alors pour éclairer vos propos, donc là, ici, on a le détail du quintolet. Je viens d'entourer les deux premières à chaque fois du triolet, donc un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets. Donc, si vous multipliez ça par 3, ça revient à ce qu'on vient de dire, les 15 paquets de 2 notes qui vont fonctionner sur ces deux mesures-là. Et ben voilà, j'ai l'impression que l'énigme est résolue. Hein. Ah non, elle n'est pas tout à fait résolue, parce que revenons à notre mesure 10. Qu'est-ce qui se passe sur le 2e temps qu'on a laissé de côté? Vous vous souvenez qu'on avait nos triolets au début, 1, 2, 3, 4, 1, et puis là, on avait dit qu'on laissait ça de côté. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, on est plutôt sur un débit de sextolet. Sextolet, donc 6 notes dans le temps, et vous enlevez donc la 3e et la 6e. Donc il va jouer la première, la 2e, la 4e et la 5e. Ok, et ben je pense que maintenant tout ça est clair pour tout le monde. Donc on va passer à la partie suivante, à savoir la technique et comment travailler cette chose-là. Alors, l'usage des quintolets chez Peterson, il est assez fréquent, je dois dire, mais plutôt en noir. 1, 2... Est-ce que Antoine, après tout, est batteur? Est-ce que tu peux me battre des noirs? Et je vais vous jouer quelque chose que vous allez tout à fait reconnaître si vous aimez Peterson. Vas-y. 1, 2, 3, 4... Je vous refais ça. 3, 4, triolet, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Et même ici, très souvent, il fait ça. Alors, vous remarquez à l'écran quelque chose qui en fait est assez logique, c'est même assez bizarre que Peterson se soit fait en quelque sorte une spécialité d'utiliser les quintolets, parce que les quintolets, en fait, ils tombent assez bien dans la main, il ne vous aura pas échappé que au bout de ma main pendouille 5 doigts. Effectivement, ce que fait Peterson là, c'est que vraiment dans un temps, il déroule sa main. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. D'accord? Ça, il le fait très souvent sur les noirs. Ça, vous l'avez vraiment absolument partout. Hein.
avec de temps en temps la première qui est un peu étirée, qui fait qu'on ne sait pas si c'est un sextolé ou un pentolé. Ça, c'est sur une noire. En revanche, c'est beaucoup plus rare qu'il le fasse sur des blanches. Alors la première technique, si vous voulez vous en emparer, là encore, on va essayer de se mettre un métronome. Et Antoine, est-ce que tu peux nous donner une petite technique qui nous permettrait, pour que vous compreniez bien où sont les blanches, contrairement à ce qui se passe habituellement dans ces vidéos, je mets le métronome sur tous les temps ici, avec un battement qui est différencié sur le 2 et le 4 et sur le 1 et le 3, de façon à ce qu'on soit bien au clair avec cette histoire de blanche. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Super exercice que je vous encourage à faire. La phase d'après pour les pianistes et puis pour les batteurs aussi, c'est évidemment d'essayer de maintenir la noire de l'autre côté en même temps. 2, 3, pardon parce que je suis à l'envers, c'est pas grave, on s'en fiche. Et puis, ce serait pas drôle si on savait pas le faire aux deux mains. Voilà, c'est un schéma un peu basique. Après, libre à vous de trouver les motifs mélodiques sur lesquels faire ça. Alors, maintenant, je vais essayer de maintenir ça avec le métronome parce que là, on n'a fait qu'un tout petit bout du chemin par rapport à ce que fait Peterson dans l'exemple qui nous pose problème aujourd'hui, puisque Peterson, réexplique-nous ça, je coupe le métronome une seconde, réexplique-nous ça Antoine, Peterson ne se contente pas de découper la blanche en 5, sur ces 5, il les redécoupe encore en 3. Chaque croche, donc ici, est redécoupée en 3. Mais lui, attention, on ne va jouer que les deux premières. C'est ça qu'il faut bien voir. Donc à chaque fois, ta-ta, 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 ta-ta. Avec une légère accentuation. C'est pour ça que je l'ai marqué ici. Ça veut dire que la première est accentuée. Alors ça, on va en reparler de l'accentuation un tout petit peu plus tard. Déjà, est-ce que je vais essayer de réinstaller ce débit? J'espère que je vais y arriver parce que c'est un débit avec lequel je ne suis pas hyper familier. Et puis toi, en prenant comme unité de référence, non pas la noire que bat le métronome et ma main gauche, mais en prenant le débit de ma main droite, donc ce débit de quintelet de croche qui nous permettent de découper la blanche, Antoine, si tout se passe bien, va vous redécouper ça en 3. Alors allons-y. 1, 2, 4. Voilà. Là, vous avez entendu cette chose-là, à savoir quelque chose qui est assez proche de ce qui est écrit au tableau, à savoir ce débit avec les noirs que je jouais à gauche en même temps que le métronome, le débit de ma main droite qui lui jouait ses quintelets de croche, et Antoine qui subdivisait ses quintelets de croche en jouant ce que j'ai appelé les couples et le silence, à savoir les deux premières notes et un silence sur chacun des triolets. Sauf que là, nous, on est à 60 à la noire. Quand Peterson le joue dans l'extrait qu'on vous a diffusé, celui qui nous a posé problème, il est à 94. Ça va très vite. Alors Antoine, est-ce que toi qui as plus l'habitude de ce genre de découpage rythmique, tu peux nous expliquer comment on fait pour arriver à faire ça à ce tempo-là et en donnant en plus à la fois cette régularité, mais ce sentiment d'aisance qui se dégage de Peterson quand il nous joue cette phrase? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut vraiment s'appuyer sur le quintolet. Ça, c'est obligatoire. Je pense que Peterson, lui, ne pensait que à son quintolet, surtout à cette vitesse-là, parce que sinon, s'il commence à découper, vous imaginez ça, c'est 15 notes là, sur 2 temps, ça paraît impossible. Donc, et donc, ça veut dire qu'en fait, il prend son quintolet
et que sur chacune de ces quintolées, il se dit je joue 2 notes très rapprochées, je laisse un silence derrière. Voilà, en fait. donc là il pense la première, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la première, elle est accentuée, donc c'est parce qu'il se repère sur cette première note du quintolé. Et ça correspond ici au tableau à celle qui va être accentuée. La deuxième vient juste derrière, mais elle est beaucoup moins forte, et ça ressemble à une technique de batterie qu'on appelle le coulé. Qui est l'inverse du flat. Là, je parle aux spécialistes, peut-être les batteurs. Alors ça, est-ce que tu peux en 2 mots nous expliquer ce qu'est un flat, un coulé et en quoi ça consiste? Alors oui, bien sûr, le flat, donc c'est 2 notes qui vont se jouer successivement, mais qui vont être très rapprochées. La première va être faible et la deuxième va être forte. Quand je dis faible et forte, c'est au niveau du volume. On pourrait dire piano forte. Donc ça va donner quelque chose comme ça pour le flat. On entend bien que ce ne sont pas 2 notes qui sont jouées ensemble, elles sont vraiment décalées l'une après l'autre. Mais par contre, elles sont très rapprochées, je dirais même un peu plus rapprochées encore que dans Peterson, mais c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça, c'est le flat. Et ici, on est plutôt dans le coulé. Alors le coulé, c'est tout simple, c'est juste l'inverse du flat. C'est-à-dire qu'au lieu d'accentuer la deuxième, je vais accentuer la première. Voilà. Et là, on comprend mieux. Ça correspond quasiment à ce qu'il joue sur le passage qu'on vous a proposé. Puisque effectivement, vous pourrez réécouter l'extrait et vous verrez en réécoutant l'extrait que Peterson fait vraiment avec un sentiment de rebond, mais où effectivement il accentue à chaque fois la première note du couple. Bah écoutez, voilà, merci beaucoup Antoine, parce que je pense qu'on s'en serait pas tiré sans toi. Et puis la semaine prochaine, on est à Crépy-en-Valois. Vous vous souvenez, c'est une ville qui a été tristement célèbre en France, parce que c'est de là qu'est partie l'épidémie de Covid. J'espère que de là partira une épidémie de swing. Vous connaissez l'anagramme de coronavirus? C'est voir un Oscar. Si vous voulez voir un Oscar, ou en tout cas des gens qui en parlent, venez à Crépy-en-Valois la semaine prochaine. On se quitte parce qu'on vous a parlé des quintolés avec un petit jingle inhabituel qu'on va jouer en 5 temps. 1, 2, 3, 4...